Les scénarios dressés par les économistes, des scénarios de long terme, sont plutôt pessimistes à l'égard de l'environnement. Pourquoi? Parce que on a une croissance mondiale à un rythme régulier, on a une population mondiale qui s'accroît, on a des choix énergétiques qui font on est de plus en plus gros consommateurs d'énergie, ce qui implique des émissions de gaz à effet de serre de plus en plus importantes. Et si on garde cette tendance, eh bien, à l'égard de l'environnement, à un moment ou à un autre, on va rencontrer des obstacles importants. Ce scénario, le scénario du pire, on va dans le mur, eh bien, ce scénario s'inscrit dans une logique toute chose égale par ailleurs. Si rien ne se fait, eh bien, effectivement, étant donné l'évolution, la croissance de la population, de la production, de la consommation d'énergie, nous allons dans le mur. Sauf que le toute chose égale par ailleurs, sur le long terme, n'a pas beaucoup de sens. Ce que l'on espère, c'est la rupture, l'innovation, le progrès technique, qui pourrait apporter des réponses autres que des réponses quantitatives, produire plus, croître, etc. On souhaiterait que ce progrès technique, cette ingénierie, nous donne des solutions pour croître autrement. Alors, l'ingénierie fait son travail, le progrès technique existe, mais ce que l'on constate, c'est que ça ne suffit pas. On a énormément d'exemples où l'ingénierie a fait son travail, mais où, malheureusement, cela n'a pas été suffisant. Un des exemples est la voiture électrique. La principale source des émissions de gaz à effet de serre provient des transports. La voiture électrique pourrait être une solution. Néanmoins, on voit le développement de cette innovation, développement contrarié par le manque d'accompagnement économique. Les infrastructures ne sont pas là, le coût à l'achat de la voiture électrique reste élevé, la location de la batterie, par exemple, est également assez onéreux, et le principal bénéfice pour l'acquéreur de la voiture électrique est la non-émission de CO2. Mais la non-émission de CO2 n'est que peu profitable à son propriétaire. Elle est profitable à l'ensemble de la société. Et donc, il n'y a pas la motivation à acquérir ce type de véhicule. Deuxième exemple, où l'ingénierie a fait son travail, mais où l'économiste n'a pas fait le sien, et le politique d'ailleurs, c'est l'innovation dans le domaine de la capture et de la séquestration du carbone. Il existe un type d'investissement qui permet, d'une certaine manière, de filtrer ou d'aspirer les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2, des entreprises fortement émettrices. C'est un investissement qui est assez onéreux, qui nécessite une certaine maintenance, et donc l'embauche d'un ingénieur par exemple, et où eh bien, les retours sur investissement sont aujourd'hui relativement modestes. Pour que cet investissement devienne rentable, pour que l'on puisse produire sans émettre de CO2, il faudrait que le prix de la tonne carbone atteigne les 100 € la tonne. Or, aujourd'hui, au mieux, le prix est autour de 10 €, ça c'est sur le marché européen des permis. Au pire, le carbone n'a pas de valeur, n'a pas de prix, et son prix est nul. Et donc il n'y a aucune incitation, aucune motivation pour une entreprise à investir dans ces nouvelles technologies. Il y a de mauvais exemples où l'ingénierie a fait son travail, qui a apporté une innovation technique nuisible à l'environnement, c'est par exemple le diesel. Et là où l'économiste a fait même un travail en sens contraire. La fiscalité diesel favorise le développement de ce type de motorisation, et notamment en France. L'économiste, et avec le relais du politique, doit venir accompagner l'innovation technologique. Donc il faut définir des politiques qui vont délivrer des signaux aux citoyens pour les orienter et leur dire voilà, ce que l'on renchérit, eh bien, c'est ce que l'on ne veut plus, le mal public, et ce que l'on va tarifer en le subventionnant ou en le tarifant en dessous de son prix de marché, eh bien c'est le bien public, ce que l'on souhaiterait voir se développer. Donc on peut jouer sur les prix relatifs, moyennant des taxations de ce que l'on ne veut plus,
et en subventionnant ce que l'on veut plus, de façon à mieux orienter les comportements. Il faut donc définir le bon prix. C'est le rôle de la politique environnementale. On a différents instruments, différents supports pour orienter les comportements et définir de nouveaux prix. Mais ces politiques environnementales, bien connues maintenant par les économistes, et notamment l'économie publique, et depuis les travaux de Jean Tirole notamment, eh bien, ces politiques, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut qu'elles soient justes et acceptables. Sans cela, elles ne vont pas se diffuser spontanément dans nos sociétés. Juste et acceptable, cela signifie qu'il faut, en plus du raisonnement sur les prix relatifs, qu'est-ce que l'on veut plus et qu'est-ce que l'on veut moins, il faut savoir, il faut réfléchir sur comment redistribuer les recettes pour que les plus fragiles ne payent pas plus fortement le coût de la politique. Et il faut réfléchir à la lutte contre la précarité. Il faut peut-être réfléchir ces politiques environnementales dans des politiques plus globales, une réforme de la fiscalité d'ensemble qui prendrait en compte eh bien, ces évolutions démographiques aussi, avec une population qui vit plus longtemps, et c'est tant mieux, mais qui du coup nécessite des réformes sur le financement des systèmes de retraite. Nous vivons également une phase où les dettes publiques et privées deviennent de plus en plus importantes, occupent la sphère de la politique économique plus généralement. Eh bien, les politiques environnementales doivent venir également participer à cette réflexion sur le financement de la dette, etc. Et tirer des recettes provenant de biens polluants pour se désendetter, ça peut être une façon de se sortir de cette impasse budgétaire.